vais vous parler donc d'un sujet un petit peu différent de celui qu'a abordé Mickaël, qui est celui de la gestation pour autrui donc aujourd'hui. En interrogeant la gestation pour autrui avec mes yeux de sociologue de l'économie, puisque je m'intéresse au marché et aux enjeux de rencontre entre morale et marché. Donc, pour commencer, peut-être quelques précisions sur ce qu'on appelle la gestation pour autrui. Donc, ce sont des arrangements qui ont lieu entre des parents infertiles, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, avec une femme porteuse ou une gestatrice. Et il s'agit d'implanter dans l'utérus de la gestatrice un embryon qui est issu des gamètes des parents d'intention ou de gamètes des parents d'intention et d'une donneuse d'ovocytes. Donc c'est une technique de PMA ou d'AMP, d'assistance médicale à la procréation, et elle repose sur des fécondations in vitro et donc sur des techniques médicales avancées. Donc aujourd'hui la GPA est vraiment très controversée en France, elle fait l'objet d'un certain nombre de débats, notamment sur les questions de marchandisation du corps humain. Je ne les aborderai pas en détail ici, mais ont aussi suscité donc, cette interdiction en 1994 avec la première loi de bioéthique en France, qui donc interdit la pratique sur le sol français. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, moi j'appelle cette pratique médicalement assistée un marché contesté, puisque un marché existe à l'étranger et permet à des parents d'intention français donc, de devenir parents par le biais de ces pratiques qui ont lieu à l'étranger. Donc si on regarde un peu le marché transnational aujourd'hui tel qu'il existe, les pays en rouge là sur cette carte sont les pays où la GPA est interdite, et puis après vous avez un certain nombre de gradations en fait, d'autorisation et d'encadrement de la GPA avec quand même en vert là en haut les États-Unis et le Canada qui sont aujourd'hui les pays qui accueillent le plus de parents d'intention français. Et on le voit aussi avec la carte ici, qui est en fait la carte des parents d'origine qui ont fait une GPA aux États-Unis. Donc voilà, c'est un petit peu différent là, la focale. Et donc on voit que le premier pays dont viennent les parents qui viennent faire un enfant aux États-Unis est la Chine. Et ensuite c'est la France en fait, qui arrive en deuxième position. Alors bien après, mais ce sont quand même, voilà, les clients français est une population très importante pour les cliniques de fertilité aux États-Unis. Et aujourd'hui, on l'observe aussi dans les chiffres, donc, avec l'étude d'AMP sans frontières qui a été conçue par l'INED. On a 78 parcours recensés de GPA et la très grande majorité, en fait, 57, ont eu lieu aux États-Unis. Donc, voilà, par rapport aux idées qu'on a souvent de la GPA qui serait faite dans des pays du Sud. Aujourd'hui, c'est une réalité puisqu'il y a aussi des parcours en Colombie, notamment en Argentine. Mais aujourd'hui, les parents d'intention français qui veulent faire une GPA vont massivement aux États-Unis et au Canada. Alors les questions que je me pose, moi, c'est d'essayer de comprendre comment les parents d'intention qui souhaitent, donc ont un très fort désir d'enfant, qui ne peuvent pas faire d'enfant, comment ils conçoivent en fait ce projet en associant ces problématiques éthiques, morales et les enjeux financiers aussi qui sont liés à la GPA, sur lesquels je vais revenir ensuite. Et dans ces parcours, je montre dans le chapitre qu'en fait les intermédiaires du marché, donc tous les prestataires, qui sont très nombreux, je vais y revenir, mais aussi les associations, jouent un rôle très important pour socialiser les parents à ce nouveau rôle de client qui n'est pas évident pour eux. Devenir client d'un marché pour devenir parent, ça n'a rien d'évident. Et permettent aussi à ce marché contesté de fonctionner en guidant les parents sur ce parcours, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi moral. Alors le terrain, c'est un terrain qualitatif que j'ai réalisé, donc ce sont 50 entretiens avec des parents d'intention qui sont partis à l'étranger, mais aussi avec des acteurs du marché et des associations. Et puis j'ai réalisé aussi des observations dans des réunions d'associations et un salon dédié à la GPA à Bruxelles. Et puis quelques données de cadrage aussi ont été collectées avec l'enquête AMP sans frontières qui a été réalisée par Virginie Rosé et Alice de la Roche-Brochard à l'INED. Alors pour commencer, quelles sont les raisons du recours à la GPA? Alors bon, elles sont un peu évidentes, vous allez vite les comprendre. Donc on a des parents qui sont infertiles, mais avec une infertilité particulière, c'est-à-dire que chez les couples hétérosexuels, la femme ne peut pas porter un enfant. Parfois, ses ovocytes peuvent être utilisés pour concevoir un embryon, mais elle ne peut pas porter l'enfant parce qu'elle n'a pas d'utérus, parce qu'elle a eu un accident, un cancer et qu'on lui a retiré son utérus, ou parce que ça met en danger sa santé si elle devait porter un enfant.
Donc ce sont souvent des parcours très longs, très douloureux, avec des techniques de PMA qui ont déjà été explorées en amont. Et donc la GPA arrive un petit peu en dernier recours quand ces différentes solutions ont déjà été testées. Du côté des couples d'hommes, on parle d'infertilité sociale pour eux. Donc quand on les interroge sur ce désir de parentalité, c'est souvent un désir qui est ancré assez loin en fait, depuis l'enfance à l'adolescence, mais qui a été inhibé par une socialisation dans une société qu'ils me disent pré-mariage pour tous, où devenir parent quand on est gay n'est pas du tout une évidence. Et donc avec l'évolution des lois et puis aussi la mise en couple de ces couples d'hommes, permet de réactiver ce désir de parentalité. Alors tous les couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, passent d'abord par l'adoption, comme une sorte de passage obligé. C'est d'abord ce moyen d'accès à la parentalité qui intervient. Donc tous et toutes ont demandé un agrément, certains l'ont obtenu, mais tous et toutes aussi se sont découragés parce que les parcours sont très longs et parce que aussi donc là je me tourne vers Jean-François Mignou qui connaît ça très bien. Les types d'enfants adoptables en fait sont aujourd'hui en France très peu nombreux. Et sont souvent relativement âgés, ont parfois des problèmes psychiques, physiques, etc. Et donc ça décourage ces parents d'adopter. Et également, ce qu'on peut donner comme argument qui revient dans les entretiens, c'est que la GPA permet d'avoir un enfant biologique qui est relié aux parents d'intention, soit aux deux parents d'intention quand c'est l'ovocyte et les spermatozoïdes du conjoint qui sont utilisés, ou simplement qui est relié au conjoint et quand la femme ne peut pas donner ses ovocytes. Donc c'est un peu ce que me dit Edith dans cet entretien, qui a eu un enfant par GPA avec un don d'ovocytes parce qu'elle on lui avait retiré tout son système reproducteur après un cancer. Et elle dit, au bout d'un moment, on s'est renseigné bien sûr pour l'adoption, et je me suis dit, mais pourquoi je priverais mon mari de transmettre son patrimoine génétique? Et puis on ne se sentait pas des parents adoptifs, on clairement voulait notre propre enfant. Alors se lancer dans la GPA n'est pas non plus une évidence, comme on a exploré l'adoption, on a été mis un peu déjà à rude épreuve sur ce chemin-là, et les parents ont aussi conscience que c'est très mal connu en France et c'est assez décrié comme mode d'enfantement, par ignorance souvent de ce que c'est. Et un certain nombre d'entre eux discutent en fait de ces réserves morales qu'ils peuvent avoir aussi même à l'intérieur du couple. Certes, il y en a un ou une qui est plus partante et l'autre non. Et donc il faut lever un certain nombre de verrous au cours de ces discussions. Donc c'est ce qu'explique Salvatore dans notre entretien. Il dit, donc lui il est en couple avec un homme, il me dit, donc lui il a toujours voulu être parent. Et on avançait parce que c'était aussi le seul chemin possible, mais avec beaucoup de réserves. Et il me dit, c'est quand même bizarre de payer quelqu'un pour porter un gosse. Donc j'étais très obsédée avec l'histoire de l'invisibilisation de la mère porteuse. C'était ma ligne rouge. Et donc j'ai toujours essayé de construire des situations ouvertes, que les personnes, si elles le souhaitent, restent dans notre vie. Donc c'est par ces arrangements aussi que on va trouver une forme de GPA qui convient aussi à ces valeurs, aux normes morales qu'on se donne pour réaliser ce parcours. Alors, le problème aussi quand on intervient, quand on arrive sur ce procédé de procréation, c'est que pour des Français qui sont habitués à des parcours de soins remboursés par l'assurance maladie, là on arrive sur un marché qui est complètement privatisé avec un très très grand nombre d'acteurs qu'il faut identifier. Donc il faut identifier aussi la temporalité d'action parce que tout ne se joue pas au même moment. Et les parents dans les entretiens disent vraiment être un peu éberlués par le nombre de choix à réaliser en fait. On leur demande beaucoup de prendre des décisions. Déjà sur le choix de la destination, ensuite quelle donneuse d'ovocytes il faudra sélectionner. Est-ce qu'on fait des tests préimplantatoires sur les embryons, parce qu'aux États-Unis c'est possible, avant de le transférer. On teste les embryons pour prendre ceux qui sont de meilleure qualité pour donner le plus de chances au parcours d'aboutir. Il faut aussi choisir une assurance pour la gestatrice, pour le nouveau-né, etc., etc. Et donc, à chaque fois qu'il faut prendre ces décisions, il faut aussi avoir affaire à un nouvel intermédiaire, donc ils sont très nombreux. Donc là, j'en ai listé un certain nombre, mais il y en a encore d'autres. Donc la banque d'ovocytes, la clinique de fertilité, qui sera l'endroit où va avoir lieu la création des embryons et le transfert dans la femme porteuse, dans son utérus.
Les agences de femmes porteuses, évidemment, puisqu'après il faudra trouver cette femme, et beaucoup d'avocats qui réalisent tous les contrats qui ont lieu autour de ces parcours, et les assureurs, bien sûr, puisque aux États-Unis, voilà, il faut assurer à la fois le nouveau-né s'il a des problèmes à la naissance et le parcours de la gestatrice si elle n'est pas couverte par ailleurs. Donc tous ces intermédiaires, ils sont visibles en ligne. Hein. Voilà, c'est le premier mode d'information des parents d'intention. Ils vont sur Internet d'abord et ils voient donc pléthore d'acteurs. Donc là, c'est pour le cas nord-américain qui s'offrent à eux, les mettant parfois un peu dans cette espèce de vertige de choix, pour reprendre les termes d'Hélène Malmanche et de Virginie Rosé. Donc cette confrontation, elle n'est pas simple parce que devenir client, c'est se confronter à ce business. Et donc certains d'entre eux ont une forme d'appréhension et de réticence aussi vis-à-vis de ces très nombreux intermédiaires qui existent sur le marché. Et c'est ce que disent Lian et Serge, qui sont dans un couple d'hommes. Ils me disent, voilà, de l'agence à la clinique, ils s'en mettent quand même pas mal. Ça reste quand même d'énormes trucs qui gagnent de l'argent. Ils sont très bien organisés, c'est du commerce. On est des clients. Et sur la fiche médicale, d'ailleurs, c'est écrit client, c'est pas écrit patient, donc dans la clinique de fertilité. Et Jonathan dit un peu la même chose. Il dit le gros problème de tous ces parcours, c'est les intermédiaires. Mais il fait la différence entre les intermédiaires et la relation que lui aura par ailleurs avec la gestatrice. Il dit, je vous disais ce qu'on a dépensé, 140 000 € pour le parcours canadien, parce qu'il a aussi fait un parcours au Mexique en parallèle. Et au final, la partie qui revient à la mère porteuse, elle est toute petite, donc elle a reçu 23 000 € par rapport aux 140 000 de l'enveloppe qui a servi à faire cette GPA au Canada. Et donc ça les heurte un peu par rapport au rôle extrêmement primordial que joue la gestatrice. Ils trouvent qu'elle n'a pas suffisamment par rapport à tout le reste des commissions collectées par les intermédiaires. Donc parlons-en justement. Donc ce sont des parcours qui sont, je l'ai un peu évoqué, très coûteux. Alors évidemment avec des différences colossales selon les destinations. Aujourd'hui en Colombie c'est 65 000 €. Aux États-Unis les parcours sont difficilement abordables en dessous de 200 000 €. Donc ce sont des enveloppes qui sont considérables et qui sont aussi incertaines. C'est-à-dire qu'il y a des budgets qui peuvent évoluer en fonction d'un certain nombre de problématiques qui sont les problématiques liées à la grossesse, qui est un processus biologique avec des incidents possibles et des déplacements aussi de la gestatrice qu'il faudra rembourser si elle doit aller à la clinique pour avoir d'autres examens complémentaires, etc. Si elle a une césarienne, tout ça est payant. Et donc ce sont des financements considérables à trouver. Et pour certains parents, ils trouvent ça un peu injuste en fait et difficile à accepter en fait. Hein. Marine le dit, elle dit aux États-Unis, donc elle est au début de son parcours, et elle ira finalement au Canada. Elle dit voilà, le fait que ce soit aussi cher, les futures mères comme moi, quand on m'a annoncé le prix, je me suis dit mais c'est mort en fait, c'est foutu, je ne serai jamais maman, c'est trop cher. Et donc elle dit on est obligé de payer un prix exorbitant pour avoir un enfant. Voilà. Donc, ces parents se socialisent progressivement à leur rôle sur ce marché qui est à la fois un rôle de client, mais pas seulement. Et les intermédiaires jouent un rôle très important, et les associations aussi, pour guider les clients, ces clients d'un genre un peu particulier, vers des pratiques qui ne seront pas que des pratiques économiques en fait, et consuméristes. Alors, aux États-Unis, il faut bien rappeler, donc c'est le travail de Heather Jacobson qui le montre très bien, les agences et les cliniques, et surtout les agences de femmes porteuses, œuvrent de manière très concertée pour faire en sorte que les parcours soient les plus fluides possibles et surtout que les parents d'intention nouent une relation de longue durée avec la gestatrice. Donc c'est un cadre qui est très important. Et les parents d'intention, comme les femmes porteuses, sont sélectionnés pour ne pas avoir seulement la question économique en ligne de mire. Donc les femmes porteuses qui bénéficient de minima sociaux sont évincées déjà, donc on évince les plus pauvres pour éviter justement d'être dans cette forme de commerce de détresse. Et les parents d'intention sont aussi un peu mis à l'épreuve dans leur parcours. Ils doivent discuter avec un certain nombre d'acteurs, des psychologues, pour aussi qu'ils sachent à quoi s'en tenir, puisque c'est des parcours qui sont relativement longs. Et donc, le matching, c'est le moment où ils rencontrent la gestatrice. Et donc toute la période avant, c'est une période de réflexion dans laquelle on va leur demander de réfléchir à leur projet en évinçant le plus possible les dimensions économiques du parcours.
Et donc, il y a un certain nombre de parents qui font bien la part des choses entre donc, la dimension business et la dimension, donc, je le disais tout à l'heure, relationnelle qu'ils auront avec la gestatrice. Et souvent, en fait, c'est des relations de très long terme, en fait, avec des femmes qui ont une place durable dans la famille, qui n'est absolument pas le rôle d'une mère, mais qui a un rôle de fée, de tata, enfin voilà, et les enfants savent très bien comment ils sont nés et donnent voilà, une place. Alors c'est plus les parents en fait pour qui ça importe que les enfants qui en fait s'en fichent le plus souvent. Mais voilà, donc Antoine me dit que Kathleen, la femme porteuse, voilà, il se sacrifie un petit peu pour pas partir en vacances souvent, pour pouvoir aller en Floride, la retrouver tous les 2 ans avec sa famille, parce que c'est quelqu'un qui a joué un rôle important pour la construction de leur famille et qu'ils souhaitent garder dans leur vie. Alors dans ce parcours aussi, le rôle des associations est absolument majeur, et j'en terminerai avec ça. C'est tout simplement parce que les parents d'intention, quand ils cherchent des informations, ils se tournent bien sûr vers Internet, mais aussi vers des groupes de discussion en ligne et vers des associations qui vont leur indiquer quelles sont les étapes du parcours, mais aussi un peu comment il faut se comporter, quoi. La manière dont une GPA éthique, comme il l'appelle, doit se dérouler. Et donc, c'est ce que dit Alain, qui est un administrateur de longue date d'une association d'aide aux parents. Il dit « L'intérêt de l'accompagnement à la parentalité, donc il y a 2 choses, c'est de leur dire d'abord qu'ils vont perdre le contrôle, parce que ça se passe à l'étranger, parce qu'on ne maîtrise pas tous les process, mais que ce sont des clients. Donc il y a quand même cette idée de socialisation à ce rôle, mais vous devez toujours rester, donc vous perdez le contrôle, mais vous devez rester dans ce rôle de client, alors pas de la mère porteuse, mais de tous ces prestataires, avocats, agences, cliniques. Vous devez vous comporter comme tel et être en capacité de dire « je veux les comptes, je ne suis pas d'accord ». Donc ça, c'est une chose, mais aussitôt après, dans l'entretien, il me dit « bon, après, là je ne pouvais pas tout mettre, mais il me dit « mais c'est pas seulement ça en fait, hein. Certes des clients, mais des clients d'un genre un peu particulier. Donc tous les gens qui ont des comportements beaucoup trop consommateurs, en disant voilà, la gestatrice, en gros c'est une fabrique de bébés, on leur dit que non, ça ne va pas se passer comme ça et qu'il ne faut pas que ça se passe comme ça. Et c'est ce que Anne dit aussi d'une autre association. Elle me dit, voilà, les pires cas, c'est quand ça n'a pas marché et que certains parents se comportent très mal. Donc par exemple là, les jumeaux, la femme a perdu les jumeaux. Il y a des histoires qui sont effectivement très malheureuses. Et le gars, elle lui demandait une compensation, elle lui demandait $3000, il a refusé. Et il l'accusait presque d'être responsable du décès. C'est vrai que c'est triste, c'est tout ce qu'on... Enfin voilà, on ne veut pas que ça arrive, c'est horrible. Mais il s'est comporté avec elle d'une façon affreuse, quoi. Et donc nous, on avait honte en tant qu'association d'avoir ce genre d'adhérents, donc on l'a exclu. Donc il y a vraiment un phénomène de contrôle social aussi, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet bien de comprendre que c'est un marché, certes, mais d'un genre un peu particulier. Donc, pour conclure, déjà vraiment rappeler que cette GPA, aujourd'hui en France, donc, elle concerne quelques centaines de parents d'intention, on n'a pas les chiffres exacts, donc c'est un moyen d'AMP qui est relativement minoritaire par rapport à d'autres, et se présente jamais comme une évidence pour les parents d'intention. Voilà, il y a tout un processus pour en arriver à cette technique d'AMP. C'est un marché transnational très complexe, avec de multiples choix qui doivent être opérés, des intermédiaires qui doivent être sélectionnés, donc c'est un parcours semé d'embûches. Et malgré tout, même si c'est bien sûr un marché, ces intermédiaires marchands et ces associations, elles jouent un double rôle, c'est à la fois faire comprendre aux parents qu'ils vont être clients d'un marché, et donc ça c'est une vraie étape, tout en cadrant leur comportement, et je pense que c'est à cette condition seule que ce marché contesté peut continuer d'exister et de fonctionner de manière relativement fluide. Voilà, merci à vous.